Patrice, moi je voulais te demander, en fait, quand on voit l'évolution et les scénarios que tu as montrés sur l'évolution du nombre de personnes âgées et la pyramide des âges, effectivement, on se pose la question, quelle va être notre capacité à accueillir tout ça. Enfin, est-ce que tu envisages des solutions? Est-ce que tu penses, enfin en ayant bossé sur les chiffres, est-ce que tu as des solutions qui peuvent, t'en parler un peu pendant ta présentation, mais où va-t-on, quoi, finalement? C'est ça la question. Où va-t-on? Dans le mur. Non, mais non, pour de vrai, j'ai été plutôt même agréablement surpris sur le fait qu'effectivement on a baissé notre taux d'hospitalisation, que ce soit en taux et en nombre absolu. Donc effectivement, probablement, on a déjà réussi à mettre en place des éléments de soins à domicile. Peut-être qu'effectivement on s'améliore aussi là-dessus, ou que les urgentistes effectivement ont aussi un peu affiné leur capacité de prise en charge des personnes âgées, qu'on est capable d'identifier les critères de fragilité, de se dire on garde les bons patients, et que peut-être qu'avant on les gardait un peu plus largement parce qu'on avait de la capacité de lit. La question, c'est, on en avait discuté déjà, c'est on hospitalise moins parce qu'on a moins de lits, mais est-ce qu'on hospitalise moins bien qualitativement, ou est-ce qu'on hospitalise mieux? Parce qu'effectivement on a tendance à hospitaliser plus facilement quand on a plein de lits. Quand on a moins de lits, on hospitalise moins, mais est-ce qu'on affine mieux? Est-ce qu'on hospitalise les bons patients? La problématique qu'on a, est ce que j'évoquais sur la personne âgée, je pense qu'il faut qu'on sorte clairement du dogme plus de 75 ans, personnes âgées, enfin gériatrie. C'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup de services disent 75 ans, c'est des patients gériatriques. Il y a une part de gériatrie, je pense qu'effectivement, il ne faudra probablement pas s'affranchir de la prise en charge gériatrique pour les personnes âgées plus de 75 ans, mais il y a probablement de la place sur des pathologies assez cernées chez les patients peu fragiles, à de la prise en charge en médecine conventionnelle, en cardiologie, en médecine polyvalente, en pneumologie, etc., quitte effectivement à injecter du temps gériatrique là-dessus, et qu'effectivement, il faut peut-être sortir du tout gériatrique et reconstruire nos équipes mobiles de gériatrie pour aller faire de la prise en charge aux urgences, de la prise en charge à domicile, et potentiellement de l'expertise dans les services, de la même façon qu'on le fait sur le service de médecine polyvalente. On hospitalise les patients et les spécialistes d'organes viennent voir les patients. La gériatrie pourrait se comporter pareil. C'est-à-dire que finalement, le patient il a une décompensation cardiaque, il va en cardiologie, et c'est un gériatre qui vient donner un avis, plutôt que l'inverse. Et peut-être qu'on sera plus pertinent, et qu'il faut reconstruire l'aval, effectivement, les soins à domicile, probablement, il y a des choses à revoir là-dessus. L'ambulatoire. Mais voilà, mais il faut effectivement, voilà, et la place du SAS, elle va être majeure là-dessus, parce que probablement, ce que je disais, travailler sur l'anticipation, la prédiction d'hospitalisation. On a aussi beaucoup de patients, personnes âgées qui viennent aux urgences où clairement on se dit, j'ai pas besoin de le garder. Mais dans les 3 jours, il va avoir besoin d'un lit. Et qu'effectivement, vaut mieux prendre un lit le jour même plutôt que reprogrammer quelque chose dans les 3 jours parce qu'on n'a pas de visibilité sur la suite. Peut-être qu'effectivement, avec des filières qui marchent bien et qu'un SAS qui tourne bien, on aura la possibilité, ces gens-là, de leur dire, OK, il peut rentrer à domicile parce que je sais que dans les 24-48 heures, il va être pris en charge en consultation, en hospice, et qu'il aura une prise en charge adaptée. Une question? Oui, merci à tous les deux, c'était très intéressant. Moi, j'ai 45 EHPAD autour de mon service, donc on a beaucoup de patients âgés. Et j'avais 2 questions pour vous sur la connaissance de l'existant, parce qu'il y a différents formats sur la prise en charge et l'adaptation aux sujets âgés, aux urgences. Sur la pertinence des parcours, qu'est-ce que vous connaissez comme outil de support? Est-ce que c'est infirmier de gériatrie, IPA ou quoi, ou cellule de gestion de délit sur le côté on renvoie avec prestataire, hospice programmé, HAD, consulte post-urgence? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu structurées ou au sein des ORU, vous avez pu regarder? Et la deuxième chose, sur le côté plus de 75 ans, c'est pas de la gériatrie, on est peut-être d'accord entre nous, mais c'est vraiment pas un constat partagé. Puisqu'en gros, les gastro, les cardio, les infectieux ou autres vont te dire oui, non mais c'est pour la gériatrie. Et comment est-ce que ça c'est travaillé entre les sociétés savantes pour affronter le sujet gériatrique, tu vois, dans les établissements? Alors sur la deuxième, j'ai malheureusement aucune piste. Je pense qu'effectivement, c'est aussi des combats locaux à faire au sein de nos établissements, effectivement. Et probablement, là-dessus, il faut s'associer avec les gériatres et faire des combats communs entre les urgences et la gériatrie, parce qu'effectivement, on voit bien qu'on a les mêmes problématiques. En tout cas, sur ces personnes âgées, on a la même problématique. Les gériatres qui sont en grande difficulté, ils n'ont pas l'aval, ils n'ont pas la prise en charge, ils ont des difficultés d'accès aux autres spécialistes d'organes, etc. Et probablement, il faut pouvoir construire les choses ensemble, et en disant qu'à deux, on sera plus fort que tout seul, quoi. Plutôt que d'avoir les urgences contre tout le monde, on pourra peut-être s'associer avec les gériatres pour construire des situations. Sur les suites que tu disais, les retours à domicile, etc., au niveau des ORU, je n'ai pas connaissance qu'il y ait des travaux particuliers. Nous, localement, on n'a pas de choses vraiment sur l'aval des urgences. Nous, en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a développé quelque chose qui est sur l'amont des urgences, où effectivement, on a une formation en place en lien entre la médecine d'urgence, du coup, via notre réseau des urgences, et les EHPAD sur une... Alors, on ne peut pas dire une formation, en tout cas une acculturation aux EHPAD sur la prise en charge des personnes âgées. C'est-à-dire qu'effectivement, l'urgence, elle relève du 15, il n'y a aucun souci. Par contre, effectivement, on essaie de les driver, de voir, leur donner les outils pour se dire, une personne qui a tombé, une personne âgée qui a chuté en maison de retraite, mais qui a priori va bien, s'est relevé, n'a pas de traumatisme. Est-ce qu'il faut l'envoyer aux urgences? Quels sont les éléments à chercher, etc. Et est-ce qu'on peut effectivement éviter aussi les transports la nuit? C'est-à-dire qu'effectivement, une personne âgée qui a de la fièvre,
à 2h du matin, est-ce qu'il faut l'envoyer à 2h du matin, ou est-ce qu'il y a des éléments de gravité qui vont justifier un appel au 15, ou effectivement délayer sur des consultations journée, des choses comme ça. On essaie de construire des petites choses, avec pour l'instant des choses qui marchent plutôt bien, mais sur lesquelles on n'a encore pas de données fiables pour dire qu'on a réussi à inverser des tendances ou à structurer les parcours. Juste pour compléter, en fait, on est quand même inventif puisqu'on baisse notre taux d'hospitalisation chez les personnes âgées. On est passé en dessous de 50% et c'est assez récent. On a été pendant longtemps au-dessus de 50%. En même temps, il y a le nombre de lits d'aval qui baisse, mais on réussit à être inventif pour les renvoyer à domicile sous plein de formes, HAD ou d'autres choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième question auquel on n'a pas répondu, c'est les patients âgés, c'est de la gériatrie. Quand on regarde la moyenne d'âge des patients hospitalisés dans un établissement de santé aujourd'hui, on est très souvent aux alentours de 80 ans. Donc, est-ce qu'on peut parler de gériatrie, de spécificité à la gériatrie finalement, quand notre établissement est devenu entièrement gériatrique? Donc, du coup, c'est une vraie question, mais voilà, quoi, la proportion des patients hospitalisés dans les services de médecine sont quand même âgés en moyenne sur un établissement. Oui, merci pour la précision, Bruno. Une question au fond. Oui, non, c'est un élément de réponse en fait. Ce qui a pu être expérimenté sur certains territoires, c'est compte tenu du fait qu'il n'y a pas de médecin coordonnateur sur tous les EHPAD, il y a des HAD qui font des préadmissions sur des patients qui sont susceptibles d'être plus fragiles et qui peuvent upgrader les soins avant un passage aux urgences et être activés par le SAMU si jamais il y a un appel au 15. Et il y a la présence des grappes aussi. C'est les infirmières de nuit qui sont réparties sur plusieurs EHPAD avec des protocoles qui sont travaillés entre les urgentistes et les EHPAD pour activer un premier niveau de soins avec une évaluation médicale le lendemain, soit par l'HAD, soit par le médecin co, et qui permet d'éviter un passage aux urgences. Merci beaucoup, Julie Contentier, Nice. Moi, j'avais une question. On voit qu'on baisse notre taux d'hospitalisation chez les personnes âgées. Est-ce que vous avez regardé quand même si on fait du qualitatif, c'est-à-dire est-ce qu'ils ne reviennent pas derrière? Nous, chez Canis, on essaye de suivre ces réadmissions dans les 48-72 heures. Est-ce qu'on sait si ce qu'on a mis en place en filière, qui peuvent être très différentes d'une région à l'autre, est vraiment efficace? Est-ce que ces patients âgés ne reviennent pas au bout de 72 heures? C'est une des limites que j'ai mises à la fin de ma présentation, c'est qu'effectivement, à défaut de chaînage, et comme le disait Clément, on est sur des passages aux urgences et pas sur des patients, donc effectivement, on n'a pas la visibilité sur est-ce qu'on fait mieux ou est-ce qu'on prend plus de risques, est-ce qu'on augmente le nombre de passages artificiellement, parce que finalement, au lieu de le garder la première fois, on attend qu'il chute une fois, deux fois, trois fois, puis la troisième fois, quand il s'est pété le col du fémur, là, cette fois, on le garde. Et effectivement, on n'a pas de visibilité, c'est vraiment des choses qu'il va falloir construire, mais qui vont être difficiles, parce qu'effectivement, pour l'instant, vu qu'on n'a aucun chaînage, effectivement, on pourra travailler à l'échelle d'un centre, effectivement, pour travailler dessus, et effectivement, il va falloir peut-être qu'on identifie quelques centres un peu modèles pour représenter notre région et se dire qu'on va prendre une dizaine de centres et regarder ces choses-là. Et puis après, effectivement, il faut apparier sur... moi, je le vois dans ma partie quotidienne. Je n'ai pas la même tendance d'hospitalisation en fonction de la disponibilité des lits. On prend des fois un peu plus de risques assumés en expliquant à la famille. Oui, il peut retomber, mais là, on est coincé. Voilà. Donc, clairement, oui. Merci. Je garde le micro et j'enchaîne. Sauf s'il y a une autre question. Oui. Je fais la modération, j'enchaîne. Juste en complément, au sein des SAMU, il peut y avoir aussi des partenariats avec les DAC sur des détections de patients chuteurs comme ça et des inclusions dans des évaluations de parcours complexes. Voilà. Merci. Merci s'il n'y a à plus d'autres tous. questions, on va passer à la présentation d'après.